Il y a cet état d'esprit, on l'a tous ressenti au moins une fois, n'est-ce pas? C'est cette sensation un peu vertigineuse de dériver, de perdre complètement le fil de sa propre existence. Eh bien, aujourd'hui, on va décortiquer cette illusion du vide. Et pour faire ça, on va s'appuyer sur un texte court, un texte vraiment frappant, presque comme un aphorisme numérique qui cache une mécanique interne fascinante de notre conscience. Alors, on va ralentir un peu le rythme. Imaginons en fond sonore les accords lents et majestueux d'un piano, disons la fameuse sonate au clair de lune, et on va regarder de plus près ce qu'on appelle communément le vide existentiel. Ce petit décryptage va nous révéler que ce que notre esprit perçoit comme un gouffre béant, ce n'est souvent qu'un simple défaut de calibrage. Allez, on plonge dans le vif du sujet avec cette première phrase. Elle claque par sa simplicité absolue. Vous n'êtes pas perdu. Boum! Ça balaie d'un coup l'une de nos peurs les plus fondamentales. Vous voyez ce vaste espace vide sur l'image? Ça représente parfaitement cette immensité dans laquelle on se sent souvent complètement englouti au quotidien. Mais le texte pose immédiatement un diagnostic radical. En fait, on se trompe totalement. Accepter l'idée d'être perdu, c'est un peu se placer en victime face à un monde trop complexe. C'est se coller une étiquette pour justifier notre propre inertie. L'errance, ce n'est pas une destination finale. C'est juste une sorte d'illusion d'optique générée par notre cerveau quand il manque de repères immédiats. Du coup, ça nous amène à une question super importante. Ça veut dire quoi, concrètement, s'égarer dans le vide? Eh bien, quand on n'a plus de signal clair à suivre, on a cette fâcheuse tendance à paniquer. On transforme une simple situation passagère en une identité permanente. Mais le vide, ce n'est pas un ennemi. C'est juste un espace vierge, sans données immédiates. Sauf que par pur réflexe de survie, on interprète cette absence de repères comme un danger absolu, une déconnexion totale de la réalité. En s'arrêtant 2 secondes sur cette idée, on réalise que s'égarer, c'est juste un symptôme cognitif. C'est le tableau de bord qui a arrêté de clignoter temporellement, ce n'est pas une tragédie existentielle. Pour vraiment capter le truc, il faut qu'on examine ce qu'on appelle notre esprit. L'esprit, c'est littéralement le grand théâtre de notre perception. C'est une machine ultra complexe, conçue pour traiter un flux non-stop d'informations et transformer tout ce chaos en une histoire cohérente. Mais quand ce flux d'infos s'arrête ou devient trop flou pour être lu, paf, écran noir. L'intellect perd son rôle de metteur en scène, alors il s'agite, il stresse. Il commence à projeter des ombres sur les murs de ce théâtre, créant de toutes pièces cette sensation angoissante de perte. Se rappeler que notre esprit est d'abord une machine à traiter des données, ça aide drôlement à dédramatiser les moments où ces fameuses données viennent à manquer. Donc, le point crucial ici, c'est de bien faire la différence entre ces 2 états. Être perdu, ça implique un truc définitif. C'est la grosse crise existentielle, comme si la carte de notre réalité avait été complètement effacée. Par contre, être déconnecté, ça c'est temporaire, c'est mécanique, c'est réversible, c'est le câble qui s'est débranché ou la fréquence radio qui grésille un instant. Le message de notre source s'efforce vraiment de nous faire passer de la première à la 2e catégorie. Ce qu'on vit, ce n'est pas un drame sans issue, c'est une simple petite parenthèse technique qu'il est tout à fait possible de refermer. Plutôt rassurant, non ? Ce petit glissement conceptuel nous amène à une 2e proposition d'une clarté désarmante. Vous ne prêtez simplement pas attention. Aïe, celle-là, elle pique un peu, mais elle agit comme un vrai choc salvateur. Elle nous dit que le problème n'est pas à l'extérieur, dans la complexité du monde, mais à l'intérieur, dans notre façon de nous focaliser. Le brouillard autour de nous n'y est pour rien. C'est notre manque d'observation qui est pointé du doigt. Et c'est une révélation géniale, parce que ça nous redonne immédiatement le contrôle. L'égarement, c'est juste une petite panne d'attention. Pas besoin de changer de décor, il faut juste changer de posture mentale. Mais attention, l'attention dont on parle ici, ce n'est pas juste regarder vaguement dans le vide. C'est un processus actif. C'est un ancrage volontaire et délibéré dans l'instant présent. C'est l'énergie qu'on déploie pour attraper un bout de réalité et s'y accrocher fermement. Prêter attention, c'est un vrai travail de résistance contre notre envie naturelle de nous disperser. Dès qu'on fait cet effort, piou, l'illusion du vide se dissipe instantanément. L'attention agit littéralement comme une lampe torche dans une pièce noire. Elle ne recrée pas la pièce, elle révèle juste les contours de ce qui était déjà là, et soudain, l'espace redevient familier et navigable. Passons à la suite et voyons comment ça s'articule avec des concepts encore plus profonds. Posons-nous la question. Est-ce que cet acte mécanique de se concentrer pourrait être le pont ultime vers une véritable élévation? Si le fait de se sentir perdu vient juste d'un manque d'attention, alors retrouver cette attention doit logiquement nous mener vers quelque chose de bien plus vaste, bien au-delà de la simple récupération de données. C'est là que notre petit exercice de concentration se transforme en une véritable pratique philosophique. C'est un moyen très concret de passer du mode somnambule au mode pleinement éveillé. Or, ce qui est vraiment intéressant avec cette slide, c'est la façon dont l'attention se lie à la notion de conscience. Retrouver sa focalisation, ce n'est pas juste observer un objet précis, c'est réveiller la pleine conscience de notre propre existence, là, maintenant. La conscience, c'est cette clarté totale de l'esprit, l'état où l'on capte notre environnement,
mais surtout où l'on est solidement ancré dans notre propre présence. Le texte nous suggère que l'éveil n'exige pas de partir en quête mystique pendant des années sur une montagne, ça peut surgir d'un acte aussi fondamental que de décider à la seconde même d'être totalement et intensément présent. Bon, il faut quand même remettre tout ça dans le contexte de notre époque. Les mots-clés de cette œuvre font référence à l'intelligence artificielle, au format ultra court, aux algorithmes de recommandation. Ce message super profond évolue en plein milieu d'un environnement numérique complètement saturé de stimuli artificiels et éphémères. C'est un paradoxe fou. On est bombardé en permanence de fragments d'infos à la vitesse de l'éclair, conçus précisément pour fragmenter notre attention sans jamais la fixer. Maintenir un état de conscience là-dedans, c'est un défi de tous les instants. Notre esprit est tiré de tous les côtés, ce qui explique pourquoi ce fameux diagnostic de manque d'attention résonne avec autant de force aujourd'hui. Et c'est précisément là que réside toute la puissance du contraste. Comment un simple instant numérique coincé entre deux vidéos virales peut-il déclencher une motivation aussi profonde ? En fait, la brièveté du support est sa plus grande force. C'est un électrochoc cognitif qui nous frappe pile au moment où notre cerveau est en plein pilotage automatique. Cette rencontre improbable entre un format hyper rapide et un message aussi lourd de sens, ça crée une étincelle. Ça génère une motivation pure, pas en nous dictant de grandes ambitions, mais en réveillant la mécanique même qui rend toute action possible, notre capacité à nous concentrer sur l'instant présent. Tout ce cheminement nous amène inexorablement vers une conclusion assez inattendue. Ce fameux déficit d'attention, eh bien, ce n'est pas une condamnation, ce n'est pas la fin du parcours, c'est exactement l'inverse, et c'est peut-être le commencement. Admettre qu'on ne regarde pas correctement les choses, c'est s'offrir la possibilité de tout redécouvrir sous une nouvelle lumière. L'illusion d'être perdu s'effondre et laisse place à un terrain de jeu complètement vierge. C'est la seconde précise où la paralysie cède la place à un élan vital incroyable. On ne parle plus d'échec, on parle d'une véritable ligne de départ. Et ça illustre brillamment comment on progresse de manière personnelle. Accepter nos propres limites de perception, c'est la fondation indispensable pour construire notre conscience de soi. Avouer qu'on est inattentif, paradoxalement, c'est le geste d'attention le plus pur qui soit. Ça remet les compteurs à zéro et ça offre un nouveau commencement absolu. À partir du moment où l'on comprend que le brouillard n'est pas une fatalité, mais juste un peu de condensation sur nos propres lunettes, il suffit d'un coup de chiffon. Et hop, le monde redevient vaste, clair et prêt à être exploré de nouveau. Notre décryptage analytique s'achève sur une ultime interrogation. Une pensée à garder en tête bien après cette explication. Si se sentir perdu n'est qu'une illusion réparable par la simple attention, et si cette attention marque le vrai début de l'existence consciente, alors, que se passe-t-il une fois que la pleine conscience est enfin atteinte ? Jusqu'où peut-on aller quand on maintient cette présence totale et ininterrompue ? C'est une invitation vertigineuse à explorer les territoires de l'esprit une fois que la peur du vide a été définitivement dissipée. C'est ainsi que se termine notre réflexion d'aujourd'hui avec ce texte final à l'écran, @JonathanSama2008, suivi de fine, flèche, ratisse. Une simple absence d'attention à corriger pour qu'enfin tout puisse véritablement commencer.